Tout d'abord, merci pour l'invitation. J'ai l'impression d'être un peu une extraterrestre ce matin dans ces présentations. J'espère que je vais vous convaincre de l'intérêt de la prise en charge addictologique de nos patients communs. Voilà mes liens d'intérêt. En ce qui concerne la consommation d'alcool en France, même si celle-ci a diminué entre les années 70 et les années 2010, elle reste importante avec une consommation d'environ 12 litres d'alcool pur par an et par habitant, ce qui nous rend un petit peu des champions dans cette catégorie. On constate une modification de la consommation d'alcool avec une augmentation de ce qu'on appelle les alcoolisations ponctuelles importantes, qui sont des consommations de plus de 6 verres lors d'une occasion, que vous avez pu, pour certains d'entre vous, expérimenter pendant ce congrès. Et donc, c'est des consommations qui ont tendance à faire prendre des risques ponctuels. Ces API concernent essentiellement les jeunes et les femmes qui sont en train de rapprocher leur consommation d'alcool par rapport aux hommes. On estime qu'en France, il y a environ 10% de consommateurs quotidiens d'alcool. Parmi ceux-là, il existe des mésusages. Nous allons voir par la suite qu'est-ce que c'est qu'un mésusage, parce que les classifications sont nombreuses et parfois un petit peu obscures pour des gens qui ne les pratiquent pas au quotidien. Ce qui est important à savoir, c'est que chez les mésuseurs d'alcool, il y en a moins de 10% qui sont diagnostiqués, ce qui en fait une maladie quand même largement sous-diagnostiquée, avec des conséquences du coup dramatiques. Et quand le diagnostic est fait, on estime environ la durée du diagnostic au moins à 10 ans. Tout ceci engendre des complications somatiques majeures, avec 49 000 décès par an, qui sont pour la plupart des décès évitables et qui sont des décès intimement liés aux cirrhoses, au cancer, aux pathologies ORL et au passage à l'acte suicidaire. Donc, je ne vais rien vous apprendre ici, puisque vous êtes une majorité de gastroentérologues et d'hépatologues, que l'alcool bu de manière excessive va amener progressivement à une maladie alcoolique du foie et à la cirrhose, qu'il existe une relation dose-effet et une vulnérabilité individuelle qui sont actuellement encore pas complètement claires, et que la consommation de tabac, de cannabis, et l'alimentation, comme on en a déjà pu en parler, sont des énormes facteurs de risque d'accélération de la fibrose. Donc je sais que pour les jeunes étudiants en hépatologie ici présents, hier il y a eu un cours sur l'avenir de l'hépatologie. Pour ma part, je pense que l'avenir de l'hépatologie est à l'addictologie. Donc j'espère vous convaincre avec ce cas clinique qui va être un peu le fil conducteur de la présentation. Donc, vous rencontrez un homme de 46 ans à votre consultation qui vient pour une perturbation de son bilan hépatique, perturbation découverte de façon fortuite à la médecine du travail. Je pense que ça vous rappelle des cas, on en rencontre énormément, avec un bilan des gamma-GT à 92, ASAT à 89 et ALAT à 53. Alors, la première question, et là, je vous demanderai de ne pas ouvrir les cahiers, puisque les réponses sont dans les cahiers, ce qui n'était pas prévu, pour qu'on essaye d'aller jusqu'au bout sur le côté un petit peu pédagogique de ces présentations. Pour évaluer sa consommation d'alcool, vous pouvez dans un premier temps poser la question « Est-ce que vous buvez de l'alcool ?» Prescrire une alcoolémie ou une alcoolurie, utiliser un auto-questionnaire de type audit ou audit court, c'est le C qui veut dire ça. Vous pouvez demander à sa femme. Vous pouvez utiliser un questionnaire de type TLFB ou poser des questions de façon bienveillante. Alors, les bonnes réponses sont utiliser un auto-questionnaire de type Audit C, dont vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais il peut exister et vous aider si vous êtes mal à l'aise avec certaines questions. Utiliser un questionnaire de type TLFB essentiellement pour avoir un aspect quantitatif de la consommation d'alcool, et c'est un questionnaire qui est extrêmement validé sur le plan déclaratif, et dans tous les cas, poser des questions de façon bienveillante.
Alors pourquoi ne pas poser la question « Est-ce que vous buvez de l'alcool ?» Parce que quand vous demandez à un individu face à vous qui se pose des questions sur sa consommation d'alcool, « Est-ce que vous buvez de l'alcool ?» il va entendre « Est-ce que je suis alcoolique ?» Et donc il va répondre « Non ». Donc ce qu'il faut faire pour faire un repérage, ce qu'on appelle un repérage précoce, c'est poser des questions ouvertes. Et là, en fait, un petit tuyau, entraînez-vous à poser des questions qui commencent par quand, combien, quoi, pourquoi, et non pas par un verbe, parce que le verbe appelle la réponse par oui ou par non. Si vous posez la question « Quand est-ce que vous buvez ?», quelle quantité vous buvez, quel type d'alcool vous buvez, vous allez être d'emblée sur la détermination de la quantité d'alcool bu à chaque occasion et le nombre d'alcoolisations ponctuelles importantes que vous pouvez aller avoir sur une semaine. Et du coup, vous allez très rapidement déterminer si le consommateur est un consommateur excessif ou pas d'alcool. Vous pouvez utiliser des tests de repérage de type audit, l'Alcohol Use Disorder Test, qui pour les études est globalement un test bien validé, avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Et ce test, et notamment l'audit court, les 3 premières questions, pose la question de la fréquence et de la quantité d'alcool bu lors de chaque fréquence et permet d'avoir une moyenne. Et lorsqu'on est mal à l'aise avec la consommation d'alcool, si on met cet auto-questionnaire en salle d'attente, on peut tout à fait interpeller la personne ensuite sur « est-ce que vous voulez qu'on discute de cet auto-questionnaire ?» La biologie n'est pas un outil de repérage de la consommation excessive d'alcool, car elle manque cruellement de sensibilité et de spécificité. Elle est principalement utilisée par la justice, et je pense qu'il faut arriver à dissocier la justice de la médecine. C'est une activité complètement différente, sinon il fallait qu'on fasse des études de droit. Et donc, ça peut être utilisé en revanche dans le suivi d'un patient qui va souvent être très sensible à la courbe Excel qui va vous amener en consultation de sa gamma GT. Et donc, à visée motivationnelle, ça peut être utilisé à condition que le patient soit enclin à avoir ce type de démarche. Sinon, vous ne pouvez pas véritablement utiliser ces tests pour du repérage. Pour quantifier la quantité d'alcool bu, vous pouvez utiliser des questionnaires de type Timeline Follow Back, qui sont des questionnaires validés pour le déclaratif dans toutes les consommations en ce qui concerne les produits psychoactifs. Et c'est un espèce de calendrier, bon, c'est pas une espèce, c'est un calendrier, qui va reprendre sur le mois entier qui précède la consultation la quantité d'alcool bu au jour après jour. Et en fait, on remarque que les gens, par exemple, ils vont boire tous les jours 4 à 5 verres d'alcool le midi, 4 à 5 verres d'alcool le soir, et le week-end, ils vont boire plutôt la bouteille de whisky le soir. Et donc, vous allez pouvoir faire une moyenne sur un mois et avoir une idée de la consommation déclarée d'alcool à la fin du mois. Dans toutes les études bien faites en addictologie, pour avoir une consommation de produits psychoactifs validée, il faut utiliser ce type de questionnaire, sinon on ne peut pas en tenir trop compte. Une fois que vous avez fait ce repérage précoce, je vous conseille de faire une intervention brève, c'est ce qu'on appelle le RPIB, qui a prouvé son efficacité en addictologie, et là il n'y a pas besoin d'être addictologue pour le faire, c'est-à-dire je repère et je donne des conseils relativement large si le fait que la consommation soit excessive ou pas. Ce RPIB est efficace chez de nombreux patients, sauf chez les patients qui ont une alcoolodépendance sévère, chez qui il ne va pas y avoir trop d'impact. Et il est d'autant plus efficace qu'il est répété. Il est aussi extrêmement efficace à partir du moment où il est fait avec bienveillance, avec le type de questionnaire que je vous ai mis sur le côté, qui sont des questionnaires FREM ou Brenda, qui sont des sigles en fait en anglais, et que Cousigou en 2006, avec la qualité humaine qu'on lui connaît, a traduit en français, avec le fait de mener de manière empathique un repérage sur la consommation d'alcool, de valider l'auto-efficacité de la personne qu'on a avec nous, de donner des conseils, mais des conseils en lien avec ce que la personne souhaite faire en face de nous. Ce patient consomme 5 verres de vin par jour et un peu plus lors d'occasions festives. Il ne décrit aucun signe de dépendance physique ou psychologique. Votre examen vous oriente vers une cirrhose. Comment classez-vous son usage d'alcool? Et c'est là, à mon avis, que quelqu'un qui ne fait pas d'addicto est un peu perdu.
Est-ce qu'il s'agit d'un usage à risque selon le DSM-4, d'une addiction selon le DSM-5, d'une consommation excessive d'alcool selon la SFA, d'un usage nocif selon le DSM-4 ou la CIM-10, ou d'une alcoolodépendance selon le DSM-4 ? Et là, en principe, il y a la moitié de la salle qui se lève et qui s'en va, parce qu'ils se disent qu'est-ce que c'est que ces addictologues ? Donc, je vais vous expliquer un petit peu toutes ces classifications que vous pouvez lire dans différentes revues actuellement, parce qu'elles sont toutes un peu mélangées actuellement. Il y a en gros 2 écoles en fait chez les addictologues actuellement qui utilisent l'une ou l'autre. Quand il s'agit de consommation excessive d'alcool, en France, on utilise des normes SFA, Société française d'alcoolologie, qui décrivent qu'au-delà de 2 verres par jour pour une femme ou 14 verres, ce sont des portions d'alcool, par semaine, on est dans une consommation excessive. Et pour une femme, pour un homme, au-delà de 3 verres par jour et au-delà de 21 verres par semaine. Tout cela n'est pas dû ni à la taille du cerveau, ni au volume de distribution. Cette inégalité, elle est due au métabolisme que les femmes ont au niveau hépatique, qui fait qu'on garde une alcoolémie positive plus longue et donc du coup avec plus de conséquences toxiques et notamment immunologiques. Cette classification SFA est inspirée et non pas calquée de seuils de risque de l'OMS qui sont extrêmement pertinents, mais qui ont été jugés trop complexes pour être appliqués au quotidien en pratique de ville, puisqu'en principe, c'est quand même aux généralistes de faire ce type de repérage. Et les notions de risque différents chez les hommes et chez les femmes avec des échelles de consommation ont été perçues comme trop compliquées. Dernière classification qui est sortie il y a 3 mois, c'est une classification un peu inspirée de l'INCa en France et du risque cancer. Donc ce sont des seuils encore plus bas qui sont intimement liés au risque cancer et qui estiment qu'au-delà de 10 verres par semaine, donc de 2 verres par jour avec la notion de journée sans alcool, on est dans une consommation excessive. Alors je pense qu'on peut exclure l'AFEF de cette classification puisqu'il s'agit d'une parenthèse et donc on peut essayer le reste du temps de ne pas être dans une consommation excessive. Lorsqu'il y a un mésusage, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez repéré qu'on est dans une consommation excessive d'alcool, vous allez avoir différents types de mésusages. D'après la CIM-10, qui était calquée de façon extrêmement claire avec le DSM-4, vous avez une approche qu'on dit catégorielle. C'est-à-dire qu'on a le premier mésusage qui est l'usage à risque. Je prends un risque parce que je consomme trop d'alcool. Le deuxième mésusage qui est l'usage nocif ou l'abus. J'ai la concrétisation du risque que je le prenais en consommant trop d'alcool, mais je n'ai aucun signe d'alcoolodépendance. Et enfin, l'alcoolodépendance. Je consomme trop d'alcool et j'ai des signes de dépendance physique, psychologique ou sociale. Depuis l'arrivée du DSM-5, on est dans une approche dimensionnelle, c'est-à-dire que l'usage nocif et l'alcoolodépendance sont regroupés dans un seul et même item qui s'appelle un use disorder ou une addiction. La notion d'alcoolodépendance a disparu dans le DSM-5. Et là, on est dans une approche dimensionnelle avec des traitements à la carte validés et notamment la notion de consommation contrôlée qui est un petit peu un nouveau paradigme que nous n'avions avant pas en addictologie. Vous effectuez dans son premier bilan un dépistage de l'hépatite C. Non, car ce n'est pas le moment d'aborder le sujet. Oui, car la séroprévalence de l'hépatite C est plus importante chez les malades d'alcool. Non, car sa femme est séronégative. Non, car vous attendrez dans tous les cas, je l'ai déjà entendu, avant de le traiter. Non, car il n'a jamais été usager de drogue. Alors, je ne vous laisse pas trop réfléchir parce que sinon, je ne vais pas être dans les temps. Oui, vous allez faire une séroprévalence de l'hépatite C. Je vais repasser rapidement sur les autres diapositives parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Il y a une relation réciproque entre l'hépatite C et la consommation excessive d'alcool. En gros, les patients qui sont suivis pour une hépatite C ont une consommation d'alcool qui est plus importante que celle de la population générale, avec de nombreux patients qui sont au-delà de 5 verres par jour. Et quand on regarde la séroprévalence de l'hépatite C chez les malades d'alcool, on constate, quand on regarde la séroprévalence, on constate que cette séroprévalence est largement supérieure à celle de la population générale. Ce sont des données épidémiologiques qui n'ont pas du tout le but de stigmatiser qui que ce soit. Cette consommation d'alcool chez un patient qui
et suivie pour une hépatite C, est probablement la consommation de produits psychoactifs la plus dommageable, parce qu'elle va effectuer un retard au traitement, et encore maintenant, malgré l'avènement des AVD, et elle va favoriser l'évolution de la fibrose, ça n'est plus approuvé. Pour plein de raisons, une altération de la réponse immune, une augmentation du stress oxydatif, tous les mécanismes inflammatoires occasionnés par la consommation excessive d'alcool, il va y avoir une accélération de la fibrose. Et sur cette étude de 2013, on estime que la fraction de la cirrhose attribuable à l'alcool est au moins estimée à 36% chez les sujets qui auraient une cirrhose mixte. Donc, ça me paraît extrêmement important d'avoir un travail important sur la consommation d'alcool chez les sujets suivis pour une hépatite chronique virale C. Lors de ce type de propos, on me pose souvent la notion de seuil. À partir de quand, de quelle quantité d'alcool bu par jour, il faudrait dire à un patient suivi pour une hépatite chronique virale C qu'il ne faut pas qu'il boive. Eh bien, en gros, ce seuil n'est pas du tout déterminé puisqu'il y a des études qui sont contradictoires. Alors, au-delà de 30 à 40 grammes par jour, les choses sont extrêmement claires. En dessous de ça, c'est compliqué. Une étude française menée par ESOD en 2003 avait montré qu'en dessous de 30 grammes par jour, il n'y avait pas d'aggravation de la fibrose due à l'alcool chez les patients hépatite C. Et une étude contradictoire avait été menée en 2002 sur un plus gros effectif de patients et qui montrait que même sur des quantités inférieures à 40 grammes par jour, on avait une nette accélération de la fibrose. Donc chez ce patient, le diagnostic de cirrhose mixte, virus C plus alcool, est posé. Quelle prise en charge allez-vous proposer à ce patient? Il n'a pas le choix, il doit être abstinent. Vous évaluez sa motivation au changement. Vous lui proposez de rencontrer une association d'entraide. Vous le mettez sous espérale, sous surveillance de sa femme, et vous l'adressez à un addictologue. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il n'a pas le choix, parce que je l'ai testé chez des amis hépatologues. Donc, globalement, si, il a le choix, c'est sa liberté. Donc, vous allez évaluer sa motivation au changement. Vous lui proposez de rencontrer une association d'entraide. Et si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise avec tout ça, vous pouvez avoir un collègue addictologue qui se fera une joie de travailler avec vous en partenariat pour aider ce patient. Pour évaluer la motivation, vous pouvez vous inspirer, non pas le connaître par cœur, mais de ce schéma de Prochaska et Di-Clément qui décrit la motivation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un patient en face de vous qui est à l'étape de pré-contemplation ou de contemplation, c'est-à-dire qui contemple sa consommation d'alcool, qui n'a pas véritablement de notion sur le risque encouru et que malgré ce, il continue sa consommation excessive d'alcool. Vous allez évaluer sa motivation avec un entretien qu'on appelle un entretien de type motivationnel, qui a pour but pour vous de vous poser la question pourquoi et par quoi serait-il motivé pour modifier son comportement plutôt que par pourquoi il ne s'arrête pas de boire. Et là, vous allez utiliser, comme dans le Brenda dont on a déjà parlé, des principes simples d'empathie, de bienveillance, d'alliance thérapeutique chaleureuse. Vous allez travailler avec la divergence, la résistance. C'est peut-être des choses qu'on verra dans les questions parce que sinon, je vais dépasser le temps. Et vous allez essayer de travailler avec cette personne, comme disait Zarski hier, de savoir pourquoi il a envie, par quoi il aurait envie d'avoir envie. Et je suis tout à fait d'accord avec cette phrase que chantait Johnny Hallyday, et d'essayer de trouver l'envie d'avoir envie de changer son comportement chez nos patients. Je suis plutôt contente que Zarski l'ait cité hier. Je peux vous le citer sans aucune honte aujourd'hui. Et donc, vous allez pouvoir savoir quels sont les facteurs intrinsèques et extrinsèques qui vont l'aider et par quoi va-t-il se sentir capable. Il souhaite dans un premier temps boire comme tout le monde. Vous lui expliquez donc que l'abstinence serait le meilleur choix, mais vous l'accompagnez dans ce premier temps du soin. Vous lui interdisez de boire le moindre verre d'alcool, vous lui prescrivez du Valium, vous lui prescrivez de l'Espéral, et définitivement, vous ne comprendrez jamais rien aux malades d'alcool. Et donc, cette question est tout à fait acceptable. Les addictologues aussi, parfois, se disent qu'ils ne comprendront jamais rien, mais on est persévérant. Mais évidemment, vous allez lui expliquer que l'abstinence serait le meilleur choix, mais vous allez l'accompagner dans ce premier temps du soin.
Et pour ça, vous allez utiliser différents traitements, les traitements psychosociaux, qui sont des traitements extrêmement validés. Vous n'avez qu'à regarder les études princeps ou pivotales pour obtenir les AMM des médicaments. Il y a des excellents résultats dans les bras où il n'y a pas le médicament, où il y a toute la prise en charge médico-psychosociale, mais il n'y a pas le médicament testé. Et vraiment, c'est très compliqué pour les médicaments, en fait, d'aller au-delà de ça, qu'on peut considérer comme des béquilles, en fait, comme des soutiens. Et comme un effet placebo, il faut l'accepter aussi. Donc, vous allez utiliser tous les moyens. Pardon, c'est le temps. Vous allez utiliser tous les moyens en votre possession, plus des médicaments. Les médicaments de la consommation contrôlée, vous avez donc le nalméphène. Le nalméphène, c'est un médicament validé qui a l'AMM dans la consommation contrôlée. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, c'est le Celincro. Il va être utilisé de façon, vraiment que quand il y a un objectif de consommation contrôlée. Il agit de façon agoniste et antagoniste sur des opioïdes, sur les récepteurs opioïdes. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais l'associer avec un antalgique de niveau 3 ou avec un palier 2 fort. Il est utilisé à la posologie de 1 par jour, plutôt le matin ou dans les 2 heures qui vont précéder une forte alcoolisation. Et je vous conseille de le débuter à demi-dose, puisqu'il est très mal toléré sur le plan neurologique avec de nombreux vertiges. Donc vous l'utilisez à demi-dose pendant 10 jours. Et ensuite, s'il est bien supporté, vous le mettez à posologie complète. Le laboratoire ne vous dira pas ça, il n'a pas le droit, mais je vous assure que ça marche beaucoup mieux. Le baclofène, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est un médicament qui a une RTU, donc une recommandation temporaire d'utilisation, qui a été modifiée par la NSM au vu des résultats extrêmement décevants des études françaises qui sont sorties en juin. Actuellement, c'est un médicament que vous pouvez utiliser dans la consommation contrôlée et dans l'abstinence, qui doit être mis de façon progressive, on le verra peut-être au moment des questions, et vous ne devez plus dépasser les 80 mg par jour, puisque au-delà, les pharmaciens ne le délivreront pas, puisqu'il y a eu une recommandation extrêmement claire par la NSM faite en juin. Les choses devraient changer dans les semaines qui viennent. Le nalméphène est contre-indiqué en cas d'hépatite aiguë ou en cas de cirrhose, et le baclofène peut être utilisé dans ces 2 indications-là. Les médicaments de l'aide au maintien de l'abstinence, il en existe 4. Donc l'acamprosate, alors j'ai essayé de vous mettre des mots-clés à côté pour savoir quel type de patient pouvait avoir quel type de traitement. L'acamprosate, il va agir sur 12 à 18 mois, et donc il faut vraiment le prescrire pendant toute cette durée-là. Il va réguler les mécanismes déséquilibrés glutamatergiques et GABAergiques et provoquer une neuroprotection, donc il est extrêmement important chez les gens dénutris avec des troubles neuro, c'est vraiment le médicament de choix. L'analtrexone, c'est aussi un antagoniste des opioïdes, donc il ne faut pas, comme le nalméphène, l'utiliser chez les patients qui ont des antalgiques de niveau 3. Le disulfiram, c'est le fameux antabuse qui va agir sur le foie en bloquant l'acétaldéhyde des hydrogénases et donc provoquer un flush. Et le baclofène, dans les mêmes conditions que tout à l'heure, vous pouvez également l'utiliser. En cas d'hépatite aiguë ou de cirrhose, vous ne pouvez plus utiliser ni le naltrexone ni le disulfiram. Vous pouvez utiliser l'acamprosate jusqu'à Child C et vous pouvez utiliser le baclofène dans toutes les conditions d'insuffisance hépatocellulaire. Tous ces médicaments sont intimement contre-indiqués en cas de syndrome hépatorénal. Après quelques semaines de consommation d'alcool et devant la dégradation de son état hépatique, il souhaite un sevrage. Que lui proposez-vous? Une hospitalisation pour un sevrage institutionnel, un sevrage en ambulatoire, une diminution progressive de sa consommation d'alcool. Il n'y a plus grand-chose à faire, il peut continuer à profiter de boire. Vous l'hospitalisez devant une pathologie somatique grave chez un patient, c'est une indication formelle d'être hospitalisé. Et comme traitement, vous n'allez pas, dans une décompensation de cirrhose, mettre les benzodiazépines. Vous allez l'hyperhydrater, mettre la vitaminothérapie. Et si et seulement si vous avez un début de signes de manque physique en alcool, c'est-à-dire des tremblements, des tribulations, une agitation anxieuse, vous allez introduire le diazépam. Il n'est plus question de mettre un autre benzo qui va provoquer de toute façon autant d'encéphalopathie hépatique et qui ne va pas mieux lutter contre le délirium. Enfin, voici pour la conclusion de ce quiz Liver Voici. Je félicite tous ceux qui ont eu un maximum d'A, B et E, puisque sans le savoir, vous êtes d'excellents addictologues ou même en le sachant. Pour ceux qui ont eu un maximum de C et de D, je pense que vous avez des représentations un peu erronées sur les femmes de vos patients malades d'alcool.
et ou sur les addictologues. Je vous remercie.